Hey, salut la communauté de Jeep! C'est le corbeau de Noël de 2019, le corbeau de Noël, le corbeau 2019, oui, le podcast Voilà. du corbeau. Vous choisirez s'il est en retard à Noël ou en avance. Voilà, vous choisissez, on fait comme on fait. Vous l'avez entendu, Yaden. Et aujourd'hui, on est que tous les deux. On est, on va le dire, un petit peu en chillage, tranquille. Si on avait 15 ans et qu'on jouait à Fortnite, on dirait à la bien. À la bien. Du coup, comme d'habitude, on va faire un petit podcast. Je pense que celui-ci sera court. Alors, à chaque fois que je dis qu'il est court, normalement on passe 1h30. Préparez-vous. On va parler de ce qui se passe dans Hearthstone. Il y a eu quelques actualités, notamment certaines qu'on se demande de pourquoi. On va faire un gros récap du HCT Europe Winter, Fall. Les deux. Moi j'ai arrêté d'essayer de les situer, les mecs. Oui, parce que c'est tout le temps au milieu de deux trucs. Et on finira par un petit sujet débat comme d'habitude. On va se demander si tout ce qui est en train de se passer autour de Blizzard peut avoir un impact sur Hearthstone, ou si Hearthstone, comme depuis un certain temps, en fait, ça vit sa petite vie et tout ce qui se passe à côté n'influe en rien sur Hearthstone, que ce soit les concurrents, pas les concurrents, les trucs. Tout est marqué dans la roche. Bon, on est parti. Moi j'avais un autre débat, mais je sais pas où est-ce qu'on le cale du coup. Bon, le fameux débat sur le War, on pourra le mettre sur le HCT. D'accord. Parce qu'on parlera des line-up, etc. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps comme news sur Hearthstone? Alors, plusieurs choses. De 1, sur Hearthstone, il y a un nouveau pack à acheter. Oui, pour le Wild. Voilà, avec des cartes de Wild, tout simplement parce que, si je ne me trompe pas, il y a le Wild Open. Donc, qui dit Wild Open, dit, on va jouer en Wild. Et les gars, ils sont pas cons, hop là, ils te mettent un petit pack dans la boutique. Et en plus, un pack qui est, on va le dire, peut-être... Alors, c'est pas du standard, etc. Donc c'est différent, mais ça doit être la meilleure value de booster au niveau du prix. Alors au niveau du prix, c'est la meilleure value. En même temps, j'ai envie de dire heureusement, c'est du Wild. Oui. C'est très méchant ce que je viens de dire, mais heureusement. Parce que vous moi, avez ce qui 40 m'éclate- boosters, c'est ça? Pour 25 Ouais. euros. Oui. Moi, ce qui m'éclate, par contre, et c'est vraiment un délire, c'est qu'il va être live demain, je crois, ou il était live aujourd'hui. Je crois qu'il était live déjà il y a quelques temps. Il me semble que des gens m'ont dit qu'il était live depuis aujourd'hui. Je vais regarder parce qu'il est en plein sur Battle.net. Il était sur Battle.net et j'ai vu des gens qui l'ont acheté genre il y a 2 jours. Il a été ajouté dans la nuit du 8 janvier. Voilà. Du coup, en fait, c'est le mois de janvier qui compte pour le Wild Open. Et ça a été ajouté le 8 et c'est disponible jusqu'au 22. Ça les embête de juste le sortir avant le début de la saison qui compte pour le Wild ou pas? Je sais pas. C'est juste ça en fait. C'était juste voilà, c'était la petite remarque. C'est vrai, ils auraient pu le mettre en entier sur le mois, tu vois, dire pendant ce mois-ci il y a ça. Pareil, du 8 au 22, ça fait, je sais pas. J'ai vu des youtubeurs, des personnes qui font un petit peu notre métier mais en ayant réussi. Qui ont dit non mais c'est vraiment un conseil, achetez le pack parce qu'en vrai c'est ultra value, on a fait plein de dust avec tous ces paquets. Oui, alors j'espère que vous avez déjà plein de cartes de toutes les autres extensions, que vous n'êtes pas un nouveau joueur, parce que sinon en fait ça va vous faire plein de rien. Et j'ai vu des gens dire on a fait tous au moins 5000 dust. Payez 25 boules pour 5000 dust. Je trouve pas que ce soit ultra value en fait. 5002, c'est 4 légendaires. Désolé, mais 6,20€ la légendaire, c'est cher dans Hearthstone. J'ai pas l'impression que ce soit ultra value et encore une fois il faut avoir du gobelin et gnome, du murmure. Voilà, si t'es un joueur qui a commencé
Ah, En fait, là où ça peut être très très value, c'est qu'en fait, il y a la règle des les 10 premiers paquets d'une extension, t'as une légendaire. Du coup, si t'as jamais joué en Wild, t'es sûr d'avoir au moins 4 légendaires. ouais, De ce point de vue-là, je peux comprendre la value. Mais sinon, la vraie raison pour laquelle les youtubeurs à succès l'ont dit, c'est parce que c'est des gens qui ont des liens sur les ventes. voilà. On l'a eu, nous, donc on peut vous le dire. Il y en a qui ont un intérêt sur les ventes, et du coup, oui, c'est de la value. Mais honnêtement, c'est pour l'avoir fait, hein, voilà, on va le dire clairement, on l'a fait. Mais sinon, c'est des paquets de Wild. Et si vous achetez ça juste pour faire le Wild Open, vous dites bien que vous faites. C'est comme si en fait vous payez la participation à un tournoi à 25 €. Ouais, En c'est fait. pas, c'est pas, c'est pas ouf, ouf du cul, comme on dit. Bah, quand on pense que le tournoi c'est un tournoi ouvert sur le monde entier, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bon, deuxième news. Et là, un peu plus fun, ce sera la news de transition. Elle m'a fait beaucoup rire. Une histoire Reddit, c'est Gunibob qui avait parié que après Rastakhan, voleur pirate, ça serait tier 1. Alors, est-ce que je peux dire un truc? Je t'en prie. C'est que pour moi, il a gagné son pari. Parce que avant les nerfs, c'était tier 1, Kingsbane pirate. Oui, enfin, c'était pas ça qu'il entendait. Il entendait vraiment un pirate, full pirate avec les trucs qui font exploser, avec les trucs The Deck, etc. Walk the Plank, etc. Des choses qui n'ont jamais été jouées en fait. Ah d'accord, non, il y avait, il y a eu des voleurs pairs, il y a eu des trucs comme ça, mais non, il n'y en a aucun qui a touché le tier 1 depuis que Kingsbane a disparu. Voilà, il avait parié 1000 boules et du coup il les a perdus, il a perdu ses 1000 boules et ces 1000 boules en fait il les a offerts à une œuvre de charité. Donc voilà, c'était la news qui sert à rien mais... Mais c'est des bons paris ça, si vous devez parier des choses avec de l'argent que vous trouvez qui est en trop et que du coup vous vous dites je parierais bien de l'argent parce que je sais pas quoi en faire, bah pariez sur une œuvre de charité. Voilà, c'était un petit peu rigolo. Et enfin, dernière news sur laquelle on va parler, et alors celle-ci, je dois avouer que quand elle est tombée, j'étais pas vrai. Ils nous ont fait une mise à jour. Ils nous ont fait une mise à jour, notamment de l'arène, avec la qualité des cartes chasseurs, voleurs et guerriers nerfées. En mode, non mais elles sont trop fortes ces classes, go nerf. Et les cartes, dans le même temps, les cartes druide, mage, paladin, prêtre, chaman et démoniste ont été augmentées. Donc en gros, ils ont pris 3 classes, ils les ont augmentées, ils ont pris les 6 autres, ils ont pris 3 classes, ils ont baissé, voilà, ils ont fait l'inverse. Donc ils ont touché aux 9 classes d'arène. Pour voilà, parce que est-ce qu'ils vont continuer? Alors la question c'est est-ce qu'ils vont continuer à tinker ça jusqu'à ce que tout le monde soit à 50% et que du coup en fait on ne soit vraiment plus du tout dans un jeu de skill en fait? Est-ce que c'est ça le principe? Bah, moi déjà moi sur cette annonce déjà j'étais là en mode depuis quand guerrier c'était tier 1 en arène. Ah ça fait quelques temps. Alors je suis d'accord de dire que c'est devenu meilleur en arène, mais guerrier pour moi en arène ça a toujours été le même problème, c'est quand on te donne des armes, tu es Dieu, quand on t'en donne pas, tu te fais défoncer par n'importe qui. C'est pour moi guerrier c'est juste du high roll sur le draft, désolé de le dire comme ça, mais pour moi quand on te donne des cartes d'armes, ben tu fais de la value tout le long avec tes armes et t'es ouf. Oui, mais avec le nouveau système. En carte de classe, il y a rien de bien quasiment. Oui, mais le truc c'est qu'avec depuis qu'il y a eu le nouveau système d'arène, et en fait t'avais beaucoup plus de propension à avoir des armes et des choses comme ça en fait. Vu que les trucs étaient plus limités par carte de classe ou pas, tu vois. Bah, moi je sais pas, moi en arène je prends tout le temps un chaman parce que j'aime beaucoup la classe, et à chaque fois que je croisais un guerrier, je le déboîtais. Non, pour en avoir fait une ou deux, parce qu'il y avait eu les trucs gratuits il y a quelques temps là, j'avais dépensé l'or qui me restait. Le fait est que l'algorithme avec les qualités des cartes, tu sentais que voilà, voleur c'était au-dessus, guerrier c'était au-dessus quand même. La qualité des cartes qui te donnait en fait.
les groupes de cartes étaient pas bien faits en fait. Bon, là ça a changé. Je suis pas sûr que quelqu'un le demandait, mais bon, ils le font. Ils continuent à toucher à cette arène alors que c'est quand même un truc. Je ne vois jamais personne dire ouais, mais l'arène. Je regarde les Reddit, je regarde les commentaires. Je me dis mais y a jamais personne qui gueule pour l'arène. Pourquoi l'arène est aussi souvent tweakée? Peut-être que c'est parce que justement personne regarde, du coup ils se disent si on rate le tweak, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est d'un cynisme absolument terrible, mais c'est peut-être pas faux. Et alors, le deuxième truc que la mise à jour de décembre nous a apporté, et alors là, va falloir m'expliquer. Ils ont modifié les jeux trolls, ils ont changé les cartes de récompense pour donner beaucoup plus de chances d'avoir des récompenses en fonction, en rapport avec le shrine. Ils ont changé les decks des boss qui mettaient des combos surpuissants et qui t'explosaient la gueule. Et ils t'ont changé le système de sanctuaire qui était genre 3 sanctuaires aléatoires parmi tous les sanctuaires. À chaque fois que tu choisis un sanctuaire, tu as le sanctuaire que tu joues avant, le sanctuaire du boss qui t'a tué si t'es mort ou alors du dernier boss, et un sanctuaire aléatoire. Lui parmi tous ceux qui restent. Alors, ok. Qui en a quelque chose à foutre? Non, parce que on est d'accord, ça fait longtemps que c'est sorti le Rastakan Rumble. Ouais. C'est genre ça fait un mois maintenant, non? Quelque chose comme ça. Ouais, ça fait un peu plus d'un mois. Tout le monde l'a fini. Plus personne en a rien à foutre. Genre tout le monde a eu son dos de carte à la noix et puis voilà. Bah, peut-être que justement ils le font pour les gens qui n'ont pas réussi. Voilà, alors peut-être qu'ils le font pour les gens qui n'ont pas réussi, peut-être. Mais alors du coup, je pose la question, est-ce qu'ils sont pas en train d'avouer qu'ils ont sorti un mode tout pété parce que ils se sont en train de se rendre compte qu'en fait, quand ils avaient de l'avance, l'idée de faire une aventure par une aventure entre guillemets par extension, bah c'était cool, mais maintenant qu'ils ont plus d'avance, bah en fait ils sont dans le jus. Moi je trouve ça bizarre, hein. Je sais pas. Moi, vraiment, moi j'ai l'impression les gars ils sont dans le jus, genre ah putain merde on n'avait pas pensé à ça et puis genre tu vois c'est sorti au dernier moment, ils l'ont balancé mais vraiment via tard après en te filant les boosters avant parce que c'était pas dedans, du coup en fait le truc sert à rien, genre t'as une aventure mais tu sais pas pourquoi tu l'as fait, t'as pas de voilà, au moins bon les autres t'avais des trucs, t'avais les là c'est vraiment genre fais ton aventure, fais tes trucs, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ils te font des tweaks et des tweaks qui sont énormes. C'est pas des tweaks, c'est des changements. Ils ont changé le système de jeu. C'est plus le même jeu Rastakan Rumble maintenant qu'il y a 15 jours. Alors que tout le monde s'en fout. J'ai l'impression les mecs, tu sais, ils avaient pas fini, ils ont fini. Et je me dis putain les mecs là ça y est, là ils commencent à bosser pour l'aventure d'avril là. C'est parce que la team ils étaient encore sur Rastakan Rumble alors que c'était déjà sorti. J'ai l'impression ça va pas hein, dans la team voilà, les gars ils sont dans le jus. Il y a une team elle est dans le jus. Ils arrivent pas à suivre. Je sais pas, je t'avoue que les annonces dernièrement, c'est vrai qu'à chaque fois, alors je les lis hein, pour me tenir au courant, pour les news sur Judgip, etc. Je lis tout, hein. Mais c'est vrai que des fois je les lis et je suis là en mode bah ok. Non mais c'est ça. C'est comme quand, je sais pas si ça l'a forcément déjà fait à beaucoup de gens. C'est comme quand quelqu'un, soit ta chère moitié ou quelqu'un avec qui tu t'es embrouillé ou tes parents ou quoi, t'envoie un message ultra long, soit sentimental, mais genre ou dans lequel il s'implique, il met son âme et tout, et tu lis le message comme ça et tu veux répondre parce que tu sais que la personne va se vexer, mais il y a rien à part d'accord qui vient. Oui c'est ça.
la personne t'a fait un roman, elle t'a avoué des trucs, elle a réglé des problèmes qu'elle avait depuis longtemps, et toi t'es là en mode putain je peux pas dire ok, mais j'ai rien à dire. D'accord. Et du coup tu dis d'accord pour pas dire ok, parce que d'accord c'est plus long. Non mais c'est exactement ça. C'est là, dites-nous dans les commentaires, dans les trucs, est-ce que vous, quand vous avez vu ça, il y a eu autre chose que ah ouais bon, ok d'accord. Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit genre ah bah voilà, non parce que c'est vrai que Rastak and Rumble, moi j'en avais quand même marre, tous les jours je me fais mon petit truc et des fois les boss ils ont des combos pétés. Je... Et puis des fois j'aurais bien envie de bien m'améliorer sur le shrine que je joue et du coup de pouvoir le rejouer 3 fois d'affilée. Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a un mec sur Reddit qui a écrit ça? Parce que moi je le regarde le Reddit Hearthstone, je l'ai pas vu Est-ce qu'il y a un mec qui a dit ça et les mecs ils ont fait ce que le mec il a dit? Je Vraiment? Alors, on va s'en garder un peu parce qu'on va parler de la seconde partie, dans la troisième partie, on va parler de toutes les annonces qu'il y a autour dans l'univers du jeu de cartes de l'e-sport de Blizzard. On est dans une période trouble où quand même on aurait besoin d'avoir un exécutif. Non merde, tu parles pas des gilets jaunes. Non, on aurait besoin d'avoir une maison mère Blizzard qui nous rassure sur l'avenir de Hearthstone et nous disent ouais bah attendez, maintenant vous pouvez jouer le même shrine sur Astakan. Bon, d'accord, très bien. Franchement, ça me fait plaisir, c'est cool. En plus, pour le coup, je gueule pas, c'est vachement bien de le faire en fait. Mais on savait pas qu'on le voulait. Voilà. Rien à ajouter sur le sujet, j'imagine. D'accord. Voilà. Bon, allez, on passe à notre deuxième partie, petite partie sur l'e-sport. Et là, c'est le moment où, contrairement à cette première partie, je vais beaucoup moins parler. Je vais laisser Den parler, parce que je sais qu'il l'a suivi tout le week-end comme un fou. On avait les HCT Fall Season Winter Mort du Petit Cheval en Europe. Qui sont les qualifiés d'En? Alors, je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais sur les 4, il y en a 2 qui y étaient déjà. Genre, il y a 2 mecs qui sont déjà au World qui se sont qualifiés. Du coup, comment ça se passe? Bah rien. Du coup, ça fait qu'en fait, s'ils gagnent les championnats d'après, ben peut-être qu'on aura genre le 5e qui est qualifié ou le 6e. Ça n'a aucun sens. C'est très bizarre, mais genre, c'est Viper et Bunny Opor, les deux sont déjà au World, et les deux ont fait top 4 en Europe. D'accord, donc t'es en train de nous dire que comme Viper et Bunny Opor sont en train de tout casser, potentiellement, d'ailleurs Hunter Race aussi est là, voilà, comme ils ne décalent pas sur le championnat d'Europe, potentiellement s'ils refont des super résultats au World, on pourrait avoir moins de représentants européens parce que les représentants européens se sont fait coq-bloquer par les mêmes représentants européens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au World, va y avoir 4 joueurs de chaque région. Sauf qu'en Europe, bah, il y en a 2 qui peuvent pas se qualifier parce qu'ils y sont déjà. Ça n'a aucun sens, putain, Blizzard. C'est bien, en fait, ils disent, on essaye de faire un truc équitable au niveau des régions. Mais les mecs qui s'occupent de l'e-sport, faut les crever, je suis désolé. Les CRS, ils ont besoin de se défouler en ce moment en France, on va les envoyer. C'est pas possible. Putain, Oh, j'avais pas réalisé ça, tu viens de me tuer. Je voulais faire un débat tranquille, on allait parler des line-up, j'en ai plus rien à foutre. C'est n'importe quoi. Le jeu, il est cramé. Les mecs qui s'en occupent, ils sont cramés. Ils doivent être en train de se rouler des gros cigares avec des billets de vin. En mode, on s'en bat les steaks. C'est pas grave. Il y a les Européens qui empêchent les Européens de se qualifier. Mais le système, il va bien. C'est parti. Bon, voilà. Donc ça, c'était la première news. La deuxième chose, c'est que Viper a sorti un deck Shaman. On n'a pas compris.
On a toujours pas compris, d'ailleurs. On l'a vu, hein, parce que, évidemment, le mec a fait top 4, donc il a été streamé tout le week-end. On a toujours pas compris le deck. Le deck est juste un bus de défense. Je crois que je ne l'ai vu gagner que contre Chasseur. Ce qui est marrant, c'est le premier deck qui ne gagne que contre Chasseur. D'habitude, les decks gagnent contre tout sauf Chasseur. Lui, il a fait l'inverse. Pas con, hein. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le deck, en gros, c'est un chaman contrôle carniflore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des volcans, des Drake Primo, des Zentimo, des Tidal, des vagues de marée, des soins, de la zone, etc. Elise, Electra. Et du coup, Carniflore pour refaire toutes les zones. C'est-à-dire qu'on a quand même vu un Carniflore qui a fait le cri de guerre de 2 Drake primordiaux et une Agatha. Vas-y, mets du board, mon pote. Ça fait une AOE à 7 pour ceux qui ont la flemme de compter. Et oui, c'est ça. Et du coup, tu regardes le truc en fait, et genre à chaque game, c'était ultra serré. Et en fait, sur les games qui gagnent, tu sens que l'adversaire, il a pas compris le deck non plus. Parce que il y a plein de fois où en fait, quand tu regardes le deck jouer, tu te dis, ok, le deck est très très fort sur le board, parce qu'il y a quand même des pluies de crapauds, des vagues de soins, il y a plein de choses qui font qu'il va contrôler le board, les volcans et tout. Par contre, il y a un truc, c'est que quand il a pas Agatha, un peu comme Guerrier quand il a pas Dr. Boom, sauf que Guerrier quand il a pas Dr. Boom, il s'épuise, alors que là, le chaman, juste, il a beaucoup de mal à se soigner. Et à un moment, on a vu des joueurs partir en value trade. Et du coup, je sais pas quoi penser du deck. Je sais pas si c'était génial parce que le deck est exceptionnel ou si c'était génial parce que du coup, personne a su bien jouer contre. Dans les deux cas, c'était génial. Hein. Mais je sais pas pourquoi. C'était très très cool. Il y avait des cartes absolument incroyables, notamment le champion solitaire. Hein. Le Lone Champion, la 2-4 pour 3 qui dit que si tu n'as pas d'autres minions, eh bien tu gagnes Taunt et Divine Shield. Et voilà, c'était marrant de voir les Shudderworks sur bord de vide qui se retrouvaient avec bouclier divin et tout le tout team, tout le tout team du tout un. En fait, moi quand j'ai vu le deck, je me suis dit, est-ce qu'il est en train de se préparer un petit peu à faire un Shudderwock post rotation. Parce que tu vois, genre dans le deck, t'avais pas par exemple les Saronites. Non, ça servait à rien. Tu vois, t'avais pas les Saronites. Bon, t'avais d'autres trucs qui vont sortir aussi, mais voilà, t'avais à côté genre on va plus pouvoir faire Shudderwock combo je te tue. Alors j'essaye de voir comment on peut faire autrement. C'était vraiment marrant, c'est genre on peut plus faire combo Shudderwock je te tue, du coup je vais faire combo Shudderwock tu me tues pas. Voilà, moi vraiment je me suis dit ça. Non mais voilà, c'était sympa. Du coup oui. Donc, on avait Viper et donc Bunny au port. Et les deux autres qualifiés sont Faeli. Faeli, un joueur c'est ukrainien. Non, tchèque. Tchèque, ouais, c'est pas loin. Et Thunderup. Thunderup, voilà. Turc. Un joueur turc. C'est peut-être le premier joueur turc qualifié. Peut-être. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, est-ce que la Turquie, c'est vraiment en Europe? On s'est posé la question pas dans des années. Elles font partie de l'UE. Donc... voilà. Mais du coup, c'était assez bizarre à regarder parce que du coup, en fait, il y avait le top 8, il y avait une quantité de super joueurs. Honnêtement, il y avait énormément de bons joueurs. Il y avait Casey, il y avait Dawido, il y avait Bunny au port, etc. Il y avait Faeli qui a fait 2 finales cette année. Non, qui a fait top 8 au prélim. Ensuite, il a fait finale à la DreamHack Summer. Il a fait demi-finale à la DreamHack Winter. Et 2 autres top 8 dans l'année.
mais en fait, c'est le mec qui ne gagne jamais. Et là, c'est la première fois que il va au bout du tournoi. C'est-à-dire qu'il s'arrête parce qu'il a plus de matchs à jouer, plutôt que parce qu'il a perdu. Du coup, les gens étaient très très contents pour lui. C'est cool. Ouais, c'était vraiment cool pour lui. Thunder Up, c'est le moment où je vais être un petit peu méchant, mais c'est le joueur qui s'est qualifié parce que on sait pas pourquoi. En fait. Ouais, non. C'est malheureux, mais à chaque fois, il y en a un, des fois. Je dis pas que j'aurais fait mieux, je dis pas que qui que ce soit aurait fait mieux, mais c'est vrai que quand tu regardes les 4, tu te dis que si on fait un tournoi avec ces 4-là, je pense que 9 fois sur 10, Thunder Up fait 4ème. À peu près. Bah après le truc c'est qu'il a une line-up ultra favorable contre Dawido. Et en decider, il tombe 2 fois sur lui quoi. Oui. C'est parce qu'il a une très bonne line-up contre le Paladin Impair de Dawido. Et il fait des très bonnes sorties contre le Paladin Impair de Dawido. Et c'était absolument incroyable. C'est vrai que les sorties de Thunder Up, c'était fou. Mais bon, écoute, hein, il doit avoir un certain talent pour être là. C'est sûr que c'était pas au gameplay le mec. On se dit bon il va mieux représenter l'Europe, mais qui sait, peut-être que juste il était stressé et que en fait, en général, il est bien meilleur que ça. Peut-être après oui, il y a le truc du stream, etc. Mais c'est vrai que parce que c'est pas un joueur connu, tu vois. Si, c'est loin d'être un mauvais joueur. Son nom. Non, mais tu vois, c'est pas un mauvais joueur, tu vois, mais c'est pas un joueur connu de type, voilà, il est tout le temps streamé, etc. Ça doit être la première fois qu'il est à ce niveau-là et streamé. Moi, Thunder Up, je l'avais jamais vu streamer avant. Tu vois, donc contrairement, même on avait déjà vu Dawido, Psyodel non, mais Viper, Bunny Hopper, quasi, Faeli, on n'en parle pas. C'est des mecs qu'on voit tout le temps, mais voilà, Thunder Up, peut-être que il s'est fait un peu avoir. S'il est là déjà, c'est qu'il a un certain niveau et qu'il joue beaucoup, et peut-être qu'il a été meilleur en ronde où on l'a quasiment pas vu que sur la phase finale où effectivement c'était un peu sale, mais bon, on mettra ça sur peut-être on peut mettre ça sur le stress. Je suis désolé Volvi, mais tu m'as envoyé un message dans l'après-midi. Oui, je vais le faire devant toi. Alors, c'était où? C'était où J'essaie de le retrouver en même temps. Voilà. Et là, Thunder Up, on en parle. Voilà. Donc, il a été stream 2 fois et les 2 fois, t'as gueulé. Ah non, mais je le dis, les moments où il était stream et donc les matchs en fait dans le truc, c'était dégueulasse, c'était à vomir. On était là genre mais qu'est-ce qu'il fait là quoi? C'est pas à vomir, mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu le syndrome du joueur qui va chercher compliqué avant de chercher. Ouais, en général dans les cartes, il y a une règle dans les jeux qui jouent avec du mana. Surtout Hearthstone, il y a une règle qui est la première chose que tu fais, c'est tu regardes qu'est-ce qui coûte ton mana. Tu regardes est-ce que t'as ce que ça coûte, et si cette option est bonne, tu la prends, et si elle est pas bonne, tu cherches compliqué. Parce qu'en gros, tu cherches d'abord les trucs simples, tu vois ce que ça donne, et ensuite tu vas chercher plus compliqué. Et lui, on avait l'impression qu'il faisait l'inverse à chaque fois. Ah c'est-à-dire qu'il s'est perdu un match en Mirror de démoniste, je me suis arraché les cheveux. C'était une cata. Parce qu'il voulait pas perdre son board sur Gul'dan. Le pouvoir de Gul'dan faisait gagner le match, mais il se dit non, parce que, attends, moi j'ai envie de... j'ai envie d'avoir du board pour enlever les 7 PV du mec en face. Il est temps de parler des résultats français. Et comme d'habitude, vous nous avez entendu, il n'y a pas de qualifié. Ça devient un petit peu une habitude, malheureusement. On va le dire. Combien on avait de qualifiés? Est-ce que tu sais le nombre de qualifiés 9. Français? Voilà, 9, d'accord. Oui, c'est ça. On avait 9 qualifiés français, 3 en positif, 6 en négatif. Si je ne me trompe pas. Les positifs étant Tars et Yogg à 5-2.
Magic Geek à 4-3. Et Magic Geek à 4-3. Bon. Derrière, ça tombe, hein, on va se le dire. On a du Windello pas très loin derrière. On a Trek qui a fait un tournoi difficile. L'ami Trek. C'est fait ban son démoniste en même temps. Oui, absolument incroyable. Moi, j'étais ultra chaud. Parce que, il faut le dire, Trek a ramené la quête du démoniste. Il a ramené la quête du démoniste en tournoi. Genre, au HCT, alors je suis désolé, du coup on pourra rien nous dire, mais au HCT, il y a un joueur qui a ramené des moquettes. Ce qui veut dire que quand on en avait parlé, on avait raison. Cette carte était forte, elle pouvait marcher. Bon d'accord, c'est un pote à nous, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Et alors le truc, très marrant, c'est qu'il s'est fait permaban sur des moquettes, parce que les mecs, ils ont vu un mec arriver avec des moquettes, ils se sont dit putain de merde, si le mec a les balls d'amener ça, c'est qu'il a dû trouver un truc génial, c'est un génie, je veux pas affronter ça. Moi, ce qui m'éclate, en fait, c'est que Trek, son démoquette a été permaban. Et Viper, personne n'a ban le chaman. Mais quand je vois comment les gens ils ont joué contre le chaman, moi, je pense qu'il fallait le ban aussi. Parce que je pense que la logique, quand tu vois le démoniste, c'est je comprends pas, laissez-moi tranquille, je ne veux pas jouer contre ça. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Bah, fallait faire pareil avec le chaman de Viper, peut-être il aurait pas eu les mêmes résultats. Peut-être, ouais. Donc, voilà. On a 10 démons aussi qui a eu un tournoi très très dur. Calax qui pareil a fait un 1-4, une cata, très très dur pour l'ami Calax. Sweets qui fait son premier HCT absolument abyssal. Oui, celui-là pour le coup, et il avait line-up que Yogg. Ouais. Qui lui a pour le donc comme quoi, Sweets qui était quand même l'habitué des résultats très très solides. Là, ça n'a pas marché. Non. Ça arrive, mais on a eu des gros noms qui ont aussi fait des tournois absolument terribles, hein, comme Phénoméno, hein, Phénoméno qui a fait 0-5, hein, il a attendu 5 matchs avant de dropper. Ouais, il s'est dit bon, je suis là, je vais tout jouer. Voilà, Xixo qui a fait un 1-4, Insane qui a fait 0-3, c'est quand même des noms, c'est pas n'importe qui, hein. On est sur des mecs d'une solidité correcte. Oej aussi qui a fait 2-3 qui est parti. Voilà, alors que bon, il y a quand même 2 joueurs qui ont fait 0-3 et qui sont partis. C'était donc Insane et Felkane. Oui. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que Insane a quand même tweeté quand tu passes 4 mois à grind pour ensuite ramener Evenlock Prelim, et il a fait 0-3 derrière. Ouais. Voilà. le karma. Le seul qui a osé faire une blague sur les line-up a fait le pire score du tournoi. Voilà. Solide. Oui, alors c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Je pense que quand tu fais 0-3, quelque part, est-ce que c'est pas un résultat qui peut te faire arrêter de jouer à Hearthstone? T'as passé 4 mois de ta vie, et en 3 matchs, t'es rentré chez toi manger de la pizza. Alors, déjà, moi, si c'est 4 mois d'Hearthstone pour avoir le droit de bouffer de la pizza tranquille, bah moi je signe, déjà. Ouais, non mais oui, non mais c'est... Et ensuite, même si c'est les prélis, même si c'est le plus haut niveau d'Europe, ça arrive de faire des mauvais résultats, ça arrive d'avoir de la mauvaise luck, etc. Voilà, Phénoméno, tout le monde sait qu'il n'a pas le niveau d'un 0,5. Oui, mais... Sweets, tout le monde sait qu'il n'a pas ce niveau-là. Calax, tout le monde sait qu'il a ce niveau-là, il faudrait s'en rendre compte. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Non, tu voulais dire Felk. Non, mais ça suffit, qu'est-ce que vous nous faites dire? Pardon, je voulais faire la blague, non, voilà, je veux dire, c'est des joueurs, on sait très bien qu'ils ont pas ce niveau-là. C'est juste que quand t'es parmi les 70 meilleurs, bah forcément, il y en a qui prennent une tôle. Ouais, et puis c'est comme ça. Oui, non mais bien sûr qu'il y a des raisons et que c'est pas rédhibitoire. Tu vois, quand tu le regardes d'un point de vue extérieur, mais quand t'es à l'intérieur, t'as perdu 4 mois de ta vie parce que actuellement les HT c'était ça. T'as perdu 4 mois de ta vie parce que même si tu fais 0,5, tu touches quand même $1000.
Oui, c'est vrai que tu prends ça, mais quand tu vois ça, t'as ton équipe qui te soutient, il y a la nouvelle année qui va être annoncée, il y a plein de choses. Donc non, je peux pas dire que t'as perdu 4 mois de ta vie, je peux pas te laisser dire ça, Volvi. Ce que je peux faire en revanche, c'est te dire, eh ben écoute, qualifie-toi, comme ça, ensuite tu pourras les juger, parce que comme dirait n'importe qui sur Reddit, si t'es pas capable, eh ben ferme bien ta gueule. Mais c'est pas un argument. Non, alors ça, on l'entend un peu. Hein, heureusement que Pierre Ménès a pas eu besoin de jouer au foot pour commenter. Pierre Ménès. Voilà. Est-ce que tu viens de te comparer à Pierre Ménès? Totalement. En tant que tu dirais que t'es le Pierre Ménès du Hearthstone Game. Ah mais 100%. Je suis gros et je suis gros et je suis méchant. Je suis totalement le Pierre Ménès du Hearthstone Game. Maintenant, le débat sérieux. Voilà. Moi, il y a un truc que m'ont fait réaliser ces prélims et que je trouve important. C'est que, eh ben, bon, Guerrier a fait un tournoi dégueulasse. C'est-à-dire qu'il était soit ban, soit défoncé. Un peu ce qui était prévu, c'est-à-dire que malheureusement, les decks ultra, j'aime pas utiliser ce mot polarisé, comme ça, c'est soit ça se fait ban par une line-up, soit l'autre line-up te l'éclate. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai réalisé un truc complètement fou. C'est que, on est d'accord, Volvi, que Chasseur existe en grande partie parce qu'il a un DK complètement fumé. Oui. On est d'accord que, actuellement dans le jeu, tu laisses tout, tu prends le jeu comme il est, tu laisses tout, sauf Rexar Necro Tracker. On est d'accord que Chasseur, il perd au moins 4 places dans les 9. Ouais, à peu près, ouais. Au moins. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si t'enlèves cette carte, Guerrier devient injouable. Parce que Rexar, il permet de jouer Chasseur. Et Chasseur, c'est la meilleure classe contre Ktun. Et du coup, si t'enlèves Rexar, t'enlèves Chasseur, et Ktun, il domine le méta. Et du coup, tu ne peux plus jouer Guerrier. Et tu peux probablement plus jouer Prêtre. Ah, c'est intéressant. Et ça devient très dur de jouer Démoniste en dehors de Ktun. Non, il y a Evenlock, c'est pareil, il y a Evenlock, je dis une bêtise. Mais Guerrier disparaît littéralement. Prêtre va avoir beaucoup de mal, tu vas être obligé de jouer Zerek, le seul deck qui sera jouable du coup, vu que Prêtre Contrôle pourra quasiment pas exister. Et en fait, je me suis fait cette réflexion où je me souviens de ce que tu disais pour Armageddon, où tu disais on n'a plus le droit de jouer aggro. Et ben j'ai l'impression qu'on en est arrivé un petit peu là, où maintenant on a des decks OTK qui, ça y est, ils sont forts contre aggro. Ouais, hein. Genre, Druid Ktun, son meilleur match-up, c'est voleur impair. C'est son meilleur match-up. Ouais. Alors j'exagère un petit peu. En vrai, son meilleur match-up, ça doit être Démoniste Control ou un truc qui ne fait absolument rien. Mais le deck est très favorable à voleur impair. Il y a plein de choses comme ça qui dans le jeu sont très bizarres. Pas la OTK aussi, c'est favorable contre aggro. Hein. Oui, mais en fait, c'est que des classes qui en fait n'explosent pas parce que aggro ne s'épuise pas, en fait. Ces classes-là, elles éclatent pas littéralement voleur impair parce qu'il a Mira. Elles éclatent pas complètement chasseur parce qu'il a Rexar. Elles éclatent pas paladin impair parce qu'il a faveur divine et chaudron. Mais en fait, c'est pas aggro qui est fort, c'est aggro tout le temps qui est fort. C'est parce qu'il y a ces cartes-là. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, t'avais peut-être raison. C'est aggro, c'est peut-être devenu mort, et maintenant, c'est que du mid-range. Parce que tu ne peux plus jouer aggro, pur. Comme quoi, il faut attendre combien de temps pour que Dan dise que j'ai raison. Non, mais bien sûr, mais en fait, quand tu vois le design des cartes, ça semble être une évidence, en fait. Et ils ne veulent pas que tu joues aggro. Ce qui fait que tu te retrouves avec effectivement ce méta où soit t'as des cartes totalement fumées qui font le match-up à elles-mêmes. On regarde nos amis les DK, par exemple. Parce que
Bah, en fait, un chasseur, si tu as ou si tu as pas ton DK, c'est pas la même. Et on en parlait sur le deck sur le deck de Viper, bah entre quand t'as ou t'as pas Agatha, ça change le match-up totalement. Ouais. Si c'est la dernière carte du deck, ça a plus rien à voir. Ce qui est un peu compliqué pour un jeu de cartes en fait de te dire que et t'as 3-4 chances sur 30 au début qu'en fait ça n'a aucun sens. Euh, en fait, t'as rien pour imploser les decks, les decks, les decks contrôle. Tu ne peux pas leur poser de problème. Tout ce qui est défensif est trop fort. T'as du soin de partout. T'as des trucs qui pop des tonnes de partout. Bah en fait, tu peux et les cartes aggro sont pas fortes. Pour retrouver un aggro fort aujourd'hui, il faudrait remettre les cartes de Naxxramas quand elles sont sorties, genre Undertaker. Bah oui, parce que en fait, l'effet boule de neige existe quasiment plus. Et si on regarde en fait ce qui fait la force des decks aggro, ben c'est justement l'effet boule de neige. Pourquoi voleur impair il est fort? Ben c'est tour 3. Et les tours 3 c'est quoi? C'est Malfrat et Oiseau, deux des cartes les plus boule de neige du jeu. C'est chasseur, c'est pareil. C'est chasseur, c'est parce que il met la pression, et ensuite, bah, comme il t'a assez mis la pression, il a de l'avance, il fait Raxar, et il passe dans cette seconde zone. Paladin pair, c'est la même chose. Je le mets en aggro, mais c'est pas vraiment un aggro. Mais c'est le même principe. C'est, il pose des trucs, et puis les trucs grands au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, bah, tu peux plus les contrôler. Mais au final, s'il continue de réduire ce nombre de cartes-là, bah, il va se passer ce qui s'est passé au prélim. C'est que, on l'a vu, genre Tar, ça fait 5-2, Mitty a fait 5-2, avec des line-up Toon qui, il y a quelques temps, bah, avant les nerfs, tu pouvais pas les jouer. Non. Mais en plus d'une gridance, d'un niveau de grid absolument terrible. Et puis tu parles de paladin impair, mais il y a des choses en aggro qui vont partir aussi. Hein. Il y a quasiment toutes les meilleures cartes, et je mets des guillemets, jouées par d'aggro, qui s'en vont. Alors, pas forcément pour jouer par aggro, mais malgré tout, des bonnes cartes d'aggro, c'est des bons T1. D'accord. Tu as deux des meilleurs T1 qui s'en vont. Avec la taupe qui s'en va et le Firefly qui s'en va. Alors oui, c'était pas des cartes d'aggro en soi, mais c'était des très bons T1 que tu joues aussi en aggro. Tu les joues dans Rogue impair. Parce que c'est tellement solide, ça va faire des dégâts, ça va faire des trucs. Ça s'en va. L'oiseau, il s'en va. L'oiseau, il s'en va, c'est une carte d'aggro. Oui. D'accord. Et les cartes de fin de curve, si t'as un aggro, même maintenant, c'était pas joué en fin de curve forcément, c'était joué c'est joué en middle, mais on va dire que si tu joues un aggro d'il y a quelques années, c'était la fin de curve. Tu as le Scalebane qui s'en va. Une Ah, mais 5-5. tout ça va. Hein. Voilà. Et le Fungalmancer qui s'en va. Mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, vraiment, on va se retrouver avec une année s'ils nous mettent pas la baisse de trucs dans le prochain set, il va plus rien avoir d'agressif dans le jeu. Parce que cette année, rien n'est sorti d'agressif quasiment. Ouais. Et en fait, moi, c'est surtout effrayant. C'est surtout, en fait, maintenant, à quel point c'est devenu simple de contrer l'aggro. Il suffit juste, il y a des cartes seules, en fait, qui contre aggro, et la majorité des decks OTK sont très forts contre aggro, et la seule chose contre laquelle ils sont faibles, c'est les decks mid-range. C'est-à-dire que, en gros, les seuls decks, par exemple, qui battent actuellement, bon, alors, Paladin OTK, c'est une exception parce qu'il perd contre tous les autres OTK. Mais en gros, les decks qui battent les decks Toon actuellement, c'est, Chasseur, parce qu'il te met constamment la pression. Il y a Z en carte tech, donc c'est très bien qu'une carte comme ça existe, évidemment. Oui, et sinon, ça va être des decks genre Démoniste Père et les decks cubes. Donc ça va être Chasseur Raldagoni, Démoniste Cube, etc. Des decks qui, historiquement, sont assez faibles à aggro. Le problème de ça, en fait, c'est que une fois qu'on arrive en avril, en fonction de ce qu'ils vont nous sortir, alors normalement,
Mais en fait, le problème, c'est que depuis des années, tout le monde parle du papier, caillou, ciseaux, à chaque fois, à toutes les extensions, etc. Mais au final, on se rendait compte qu'à chaque fois, les meilleurs joueurs finissaient toujours par s'en sortir. Ils arrivaient à gagner avec des line-up défavorables, parce que les decks avaient différents plans de jeu. C'est-à-dire tu pouvais agresser avec des decks contrôle. On a vu par exemple, c'était l'an dernier quand Meuzy avait littéralement roulé sur les prélims Amérique, avec une line-up contrôle dans laquelle il avait tué des gens tour 8 en paladin contrôle. Et les gens comprenaient pas comment il avait fait. Il avait juste dit que des fois, pièce codo sur bord de vide, alors que c'est une 3-5 pour 5, c'est bien. Oui. C'était idiot. Mais en fait, c'est que maintenant, il y a même plus de curve dans les decks. Il y a plus rien. Genre, les decks Toon n'ont pas de curve. Ils ont juste des tours. À un moment, ils font un tour, puis ils attendent, puis ils refont un tour, puis ils attendent, puis ils refont un tour. Et j'ai l'impression, en fait, quand j'ai regardé ces prélims, que en fait, la classe la plus interactive du jeu, c'est chasseur. C'est ouf à dire, oui, mais j'ai l'impression. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'actuellement, en fait, chasseur, c'est la classe qui lie le metagame, et que si on enlève chasseur du jeu, tout le jeu s'écroule. On est vraiment pas loin du chaos. Non, calme-toi, on est des journalistes e-sport de renom, mais quand même, on va peut-être pas dire des conneries. J'ai envie de te dire. Alors, si on demande, renom, c'est dans l'Est. Voilà, c'est la Bulgarie. Ouais, Redon Luce, le mec qui chante. Non, mais quand je dis ça du point de vue de l'aggro, en fait. Quand t'es un joueur aggro, et que tu regardes les decks à peu près aggro, parce que Paladin impair, c'est compté comme aggro. Moi, j'ai pas l'impression que Paladin impair, ce soit particulièrement un aggro. J'ai plus l'impression que c'est un mid-range. En fait, c'est agressif. Maintenant, agressif, ça veut juste dire que ça a une stratégie rapide. Mais en vrai, maintenant, Paladin impair, ça gagne parce que ça peut te mettre une 10-10 tour 5. Oui, voilà, mettre une 10-10 tour 5, c'est pas agressif. Non, c'est... Parce que sinon on jouerait leader, en fait. Voilà, c'est new aggro, en fait. Mais même, Paladin, quand tu vois que ça perd perdu dans la jungle, Righteous Protector, le Maul, la Van Cleaver, la vétéran d'Archerus qui était joué dans certains, etc. Non, c'est des decks de trade. Et puis, c'est pas pour rien que actuellement, tu veux prendre une line-up qui contre aggro, très souvent, tu prends des decks aggro. Genre Paladin impair est l'un des meilleurs anti-aggro du jeu. Voleur impair, à une époque, était l'un des meilleurs anti-aggro. Dans toutes les line-up anti-aggro, il y a un chasseur. Et le chasseur Wirer, c'est un deck agressif. Le chasseur bête, c'est un deck agressif. C'est vraiment bizarre actuellement dans le jeu, ce phénomène que, en fait, il n'y a plus de logique au niveau des archétypes et de la construction des decks. Ouais. Alors, dans un sens, ça peut être très bien. Parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à déstructurer le jeu et que maintenant, en fait, tu peux le voir du principe de tout peut tout battre si tu construis bien ton deck. Puisqu'il n'y a plus de logique. Tu peux dire que tu peux faire des archétypes à mid-range qui sont extrêmement forts contre des aggros. Alors qu'avant, normalement, mid-range se fait éclater par aggro. Mais pourtant, actuellement, genre, le mid-range par excellence, c'est chasseur-sort. Chasseur-sort, il est très fort contre aggro. Un deck OTK, c'est pareil. Dans l'esprit général, un deck OTK, c'est Mage-Quête. Et Mage-Quête, on se rappelle qu'à l'époque où il était dominant, il y avait des match-ups à 8% pour Mage-Quête. Oui. 8%. Genre, rendez-vous compte de rentrer dans un match et de vous dire, tiens, j'ai 92% de ne pas jouer. Parce que quand vous perdiez contre aggro, vous jouiez pas le match. Vous faisiez pioche tour 2, pioche tour 3, bon, je suis à 6 PV. C'est autant on a détesté Guerrier Pirate à l'époque où il était extrêmement populaire, mais autant le deck, il respectait les codes des jeux de cartes. Oui, alors, enfin, c'était un peu différent des jeux de cartes classiques, parce que Hearthstone a ce fait que, en fait, tu as pas d'interrupt, etc., qui changeait un peu les trucs. Dans le jeu de cartes classique, l'aggro gagne contre contrôle, contrôle gagne contre midrange, et midrange cadre gagne contre aggro. En général, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, par exemple sur Magic, ou quand t'as des contres, mais que le mec en face il a des trucs qui t'enlèvent des cartes de ta main pour un et des trucs qui t'explosent la gueule, ça sert pas à grand chose. C'était pareil sur vos TCG, ça tourne beaucoup comme ça. Dans Hearthstone, c'est vrai que c'était souvent les contrôles qui géraient les aggros et qui perdaient un peu contre le midrange.
et le mid-range qui par contre se faisait défoncer par l'aggro. Mais malgré tout, ça restait dans cette espèce de trinité de on peut tous se regarder et faire ça en fonction. Là, il y a plus ça du tout. Je pense que on arrive de plus en plus à ne plus avoir cette trinité. On a un truc qui se retrouve être très. Ben, on a une trinité dans le sens où on a les decks aggro mid, on a les decks mid control et on a les decks OTK. C'est-à-dire qu'en gros, dans les line-up, il y avait chasseur, ça, voilà, c'est à peu près une certaine logique. Et c'était soit il était couplé avec des choses du genre démoniste pair, paladin pair, voleur impair. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore comme deck dans ces catégories-là? On a vu du chaman pair un petit peu. On a vu éventuellement, bon, il y en a qui ont amené Druid Maligos, mais le deck a été une catastrophe sur le tournoi d'ailleurs, ce qui prouve que le deck a bel et bien été nerfé, parce qu'il est passé de meilleur deck des prélims à un des pires decks des prélims. Oui. Ensuite, dans les mid, on va avoir de l'Evenlock, on va avoir du... Moi, mid control, je mets limite paladin OTK. Pour moi, ça reste un deck mid-range, le bordel. Ah, je suis d'accord. Voilà, et après, dans les OTK, on va avoir tout ce qui est Cthulhu, on va avoir tout ça. Même guerrier impair, maintenant, c'est devenu un mid contrôle. Parce que le guerrier impair, il est obligé de mettre des faceless, il est obligé de mettre des cubes dans son deck. Parce que sinon, bah en fait, guerrier impair, tout le monde a compris, en fait, le deck ne meurt pas. Le problème, c'est qu'en fait, ne pas mourir n'est plus une condition de victoire dans Hearthstone. Ça va faire maintenant, depuis le bois maudit à peu près, non, depuis le roi Lich, en fait, depuis les DK, qu'est-ce que je raconte, c'est ne pas mourir. Ce n'est plus une condition de victoire. La fatigue n'existe plus dans Hearthstone quasiment. Oui, c'est assez vrai. Guerrier fatigue, ça pourrait plus exister. J'allais dire ça en fait, c'est drôle parce que tu arrives au même truc, je dis, est-ce que tu te rappelles qu'à une époque, on parlait beaucoup, quand on expliquait nos différentes vues sur les archétypes, d'un truc qu'on appelait les over control. C'est-à-dire ces contrôles qui en fait font le choix d'abandonner les match-up. Et c'était très couillu d'amener, et où tu regardes, où tu te dis ok, les gens vont amener contrôle et je vais être le contrôle qui contrôle le contrôle. Oui, c'était ultra greedy, c'est-à-dire genre contre les decks aggro, on amenait des cartes défensives et le mec il prenait la carte défensive, il faisait non mais ça sert à rien et il mettait Isera. En fait, il y avait la même curve, sauf que dans un cas c'était des cartes qui défendaient et dans l'autre cas c'est des cartes qui créaient de la value. Voilà. Ça il y a 3 ans. Non, par exemple, il y a 3 ans, genre, Isera, c'était une bonne carte. Genre, honnêtement, il y a 3 ans, des decks avec Roi Lich, Isera dedans, Elise, genre des cartes comme ça, on aurait fait waouh, mais genre, comment il perd en fait? T'imagines, genre, prends la liste de guerriers impairs actuels et mets-la il y a des années, genre à l'époque des premiers guerriers contrôle. T'imagines si à l'époque de Justicar, dans ton deck Justicar, t'avais Elise, Zola, Isera? Youpi! C'était genre, t'aurais été là en mode ah, je ne perds plus jamais une seule game de Hearthstone, et les mecs auraient été en mode non mais il y a trop de value, il va les agro machin, etc. Mais le problème c'est que maintenant ça c'est nul. Ouais, c'est parce que bah voilà, il y a des decks qui sont fun et interactifs et qui te tuent. Et mais c'est même pas une question de fun et interactif, c'est qu'en fait les conditions de victoire pour moi, on a complètement détruit les timelines des conditions de victoire. C'est-à-dire qu'avant, quand tu construisais un deck, tu avais un vrai plan avec le deck, et tu savais que ton deck avait une limite. Et du coup, c'était, bon, et ben, à partir d'un certain tour, peu importe l'état dans lequel était le match, peu importe ta main, la main de l'adversaire, les PV, t'allais dans la tête. Parce que tu savais que ton seul moyen de gagner à partir de ce point, c'était, il faut que tout se passe bien pour moi. Ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus de decks qui se disent je peux pas gagner à la value. Il n'y a que Odrog qui, à la limite, se dit je peux pas gagner sur le long terme. Et on lui a donné Mira pour qu'il n'y ait pas de long terme. Sinon, Paladin. C'est genre, voleur impair, il peut pas, du coup, parce qu'il a Mira. Ensuite, on a quoi? On a Paladin impair. Bah, je suis désolé, Paladin impair, avec maintenant 2 chaudrons dans la liste, et même Prince Liam dans certaines listes, bah, il peut regarder des decks et dire bah, ok, vas-y, gère 15 légendaires, mon pote. C'est chasseur, bah, il y a Rexar, du coup, il te regarde et dit bon, bah, tu veux aller tour combien? 10 à la fatigue. Mais ouais, mais moi j'ai des vols de vie qui rentrent 12. Tu veux pas qu'on aille un peu plus loin? Parce que c'est chiant. 10, c'est pas très marrant en fait. Démoniste pair, c'est pareil. Genre démoniste pair,
Bon, il est sorti, il y avait déjà Gul'dan, etc. Mais Démoniste Père, c'est à l'époque du Endlock, avec tous les géants, etc. Il y avait des decks qui jouaient 8 zones, 10 zones. Et ils disaient, bah le Endlock, moi je le clear. Bah vas-y, va dire ça à Gul'dan maintenant. Tu le clear? Ouais, bah vas-y, clear, je te mets 3. Tu reclear? Bah je te mets 3. Tu reclear? Bah je te mets 3. Genre, ça n'existe plus des decks qui peuvent juste dire non. Voilà, c'est le deck le plus proche de ça, bah, c'est ce qu'a fait Viper avec son chaman. Et ben même pour ça, il est obligé de jouer Carniflore et Agatha. Oui, voilà, on est dans quelque chose comme ça, et ça va revenir un peu sur une de nos madeleines, hein, à la quête du démoniste, hein, à la fameuse quête du démoniste. Le truc absolument terrible sur la quête du démoniste, c'est qu'en fait, quand on l'a vu, on trouvait ça super fort. Je pense encore que c'est une très bonne carte. Mais on a très vite dit. La carte en elle-même est très forte. On a très vite dit, il y a pas les, comment ça s'appelle, il y a pas il y a pas les outils. Ils ont mis les outils à la toute fin, mais le problème en fait, c'est que l'extension juste après les quêtes, ils ont mis des cartes qui étaient encore plus fortes, encore plus débiles. Avec la seule différence, c'est que t'es pas convaincu de l'avoir en première main, et qui, elles, ont pas besoin d'outils parce que c'est leur propre outil, et ça s'appelle les DK. Oui, et je suis totalement d'accord. Et qu'en fait, ça a fait, à mon avis, pas du bien du tout au jeu. Le fait d'avoir ces cartes qui sont à un niveau de puissance qui est absolument ridicule. Bah oui, mais du coup, ça a fait vendre, hein. Ah oui, ça a fait vendre. Mais maintenant, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, on l'a vu à ces prélims-là. Pour moi, c'est la première fois où vraiment à ces prélims-là, je suis inquiet. C'est qu'en fait, en avril, on l'a dit depuis le début, en avril, il y a moyen, peut-être, qu'ils peuvent tout résoudre. On va perdre les DK, on va perdre les quêtes. Ouais. Ils ont baissé la puissance des extensions cette année. Donc s'il nous faut une bonne extension en avril, on repart sur des bonnes bases. Hearthstone reste le meilleur jeu de cartes au monde, on dit rien. Ça peut. Et ben regardez ces prélims. Et ben, ils ont enlevé les conditions de victoire infinies. Oui. Par contre, ils ont ajouté des conditions de victoire immédiates, et ça s'appelle Mekatoon. Ils vont enlever les DK qui disent je ne peux pas perdre sur le long terme, et ils ont mis une carte qui dit on va pas aller sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une réponse à un problème qui va créer un autre problème. Et c'est comme ça que le jeu tourne et a des problèmes et a des soucis depuis des années. C'est qu'en fait, leur seul moyen de répondre à un problème, c'est d'en créer un autre. Voilà. Et maintenant, je peux vous donner le prochain problème. C'est que pour Mekatoon, la réponse existe. Elle s'appelle Zii. Honnêtement, c'est ce que Geist a été à l'idole de Jade. Oui, c'est vraiment... Là-dessus, il n'y a aucun problème. La carte est bien foutue. La carte rentre dans les bons archétypes. Moi, par exemple, je la joue en cube, je la joue en paladin pair. Ça marche très bien. Le seul souci, c'est que Mekatoon doit vider le deck. Donc, t'es sûr que le mec aura Mekatoon quand il veut l'avoir, alors que toi, des fois, t'as pas Zii. Mais ça, ça fait partie du truc. Mais, maintenant, imaginons, en avril, le méta, ça devient Zii Mekatoon. Donc déjà, ça veut dire que, pour une fois, les gens auront vraiment raison. C'est effectivement à la chance de est-ce que tu as pioché Zii ou pas. Mais, mettons, Mekatoon est trop stable. Mekatoon est plus stable que Zii, on va dire. Donc Zii n'est pas la bonne réponse. Genre, imaginons que comme à l'époque où ils ont sorti Geist, ton Geist est constamment de bottom 10. C'est quoi la réponse à Mekatoon à part full aggro? Alors, vu qu'ils veulent pas faire d'aggro. Voilà. Non mais quand je dis full aggro, je dis pas forcément des decks qui vont full tête avec des petites créatures. Genre Evenlock, quand il joue contre Druid Toon, c'est un full aggro. Poser des 8-8 tour 3 et les mettre uniquement dans la gueule, j'appelle ça de la... Oui, ça compte. Voilà. Quand je dis full aggro, ce sont des stratégies qui n'ont que pour but de maximiser les dégâts sur le visage du héros dans 99% des situations. Et tu ne fais que des trades qui sont uniquement de nature vitale. Voilà, pour moi c'est ça du full aggro. Le problème c'est qu'ils ont dit on fait plus d'aggro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont jamais dit officiellement, hein. Mais oui. On l'a vu, hein. Quoique si, ils ont dit si c'est important d'avoir des taux très très forts pour éviter d'avoir des aggros trop forts. Ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit les stratégies agressives posent un problème au plaisir de jeu. Parce qu'apparemment mourir sur Mekatoon c'est fun et interactif. Oui. Mais du coup, en fait, maintenant, ils ont à peu près fait le tour de toutes les solutions auxquelles ils n'avaient pas dit qu'ils n'auraient pas recours.
Ils ont jamais dit qu'ils auraient pas recours à des cartes complètement pétées qui pouvaient gagner des matchs tout seuls. Ils ont jamais dit qu'ils auraient pas recours à une carte qui gagne la partie dans les bonnes conditions. Ils ont jamais dit qu'ils auraient pas recours à des cartes qui détruisent le mana, etc. Ce qu'ils ont dit, par contre, c'est que ils voulaient plus d'OTK. Alors ok, on va dire que Mekatoon, c'est pas un OTK. Parce qu'il faut vider le deck, parce qu'il y a beaucoup de conditions. On va dire que c'est pas un OTK, parce que tu le fais pas en un tour. On va dire que tu le prépares, t'es pas en un tour. C'est du 2 ou 3 tours à partir du moment où tu as une situation. Ok. Mais maintenant, pour régler ce problème-là, ils vont être obligés d'aller à l'encontre de ce qu'ils ont annoncé un jour. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que dans la situation qu'ils se sont mis, ils vont juste devoir choisir quelle frustration ils donnent. Est-ce que tu donnes la frustration de te faire tuer T4 ou est-ce que tu donnes la frustration de regarder un mec qui joue tout seul? Le truc, c'est que de toute façon, t'as tout le temps des frustrations. Ça fait des années que sur d'autres jeux, on va prendre Magic en premier. Hein. Tu as la moitié de la communauté qui dit non, mais mono rouge, c'est de la merde, jeu débile, pose des cartes et va tout droit. Et t'as l'autre côté de la communauté qui dit bah ouais, mais Jeskai Control, tu joues, je compte, tu joues, je compte, tu joues, je compte, tu joues, je compte. En fait, j'ai juste pas le droit de jouer des cartes. C'est vraiment de la merde de faire des parties où en fait on est là pour jouer à un jeu. En fait, toi, ton seul but c'est de dire que je joue pas à ce jeu. De toute façon, t'as ça. Et le problème, c'est que tu peux pas supprimer, voilà quoi. Le problème, c'est que voilà, c'est censé être avoir toujours des contre-pouvoirs, ce qui est plus sûr. Bon, on va avancer. Voilà. En conclusion, c'est juste en fait le fait que moi je me rappelle il y a un an et demi, juste, c'est qu'en fait certaines line-up pouvaient gagner, toutes les line-up pouvaient gagner contre les autres, parce qu'il y avait des plans de jeu. J'ai l'impression que plus le temps avance et plus les plans de jeu disparaissent. Et moi ça me chagrine un petit peu. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est difficile de gratter de ce côté-là. Bon, on va avancer un peu, on va un peu réduire le temps que je voulais faire sur le débat, parce que c'est vrai qu'on a débattu là-dessus, mais c'était assez intéressant et ça s'est un peu imposé à nous ce débat. Mais oui, le débat la question que je voulais me poser, et du coup on va être un peu plus court, mais du coup je vais faire ça sous forme d'interrogation. Plein de trucs sont en train de bouger chez Blizzard. On le voit, si vous suivez Judgy, vous avez dû voir plein d'articles. On a Bungie qui est parti de Activision Blizzard, ça a fait des chutes. On a de plus en plus de personnes qui quittent Blizzard. On a des gens qui ont balancé des infos sur des traitements un peu bizarres et des trucs qui se passent pas bien chez Blizzard. On a eu des infos sur des réductions d'effectifs. Alors pour l'instant pas du côté développeur, mais en tout cas du côté SAV, etc. Dans le même temps, on a Ben Brode qui a annoncé son prochain titre avec sa société Second Diner, avec à peu près maintenant quasiment toute la Team 5 en fait, c'est-à-dire quasiment tous les mecs qu'on fait Hearthstone au début. Et qu'en plus ce projet il s'associe avec NetEase pour le faire. NetEase, on le rappelle, c'est les spécialistes du jeu mobile chinois, qui sont notamment en train de bosser sur Diablo Immortal. Donc voilà. Et qui en plus a la licence Marvel, et on va le dire, s'il y a une licence qui est puissante pour pouvoir lancer un jeu de cartes, et qui peut intéresser aussi bien l'Europe que surtout les États-Unis, c'est Marvel. Parce que derrière Marvel, il faut bien comprendre, c'est Disney. Oui. Donc c'est énorme en fait, en
quantité d'éventuelles pubs, etc. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils recrutent et ils ont un contrat qui peut leur permettre de prendre qui ils veulent et quand ils veulent et de la manière dont ils veulent. Hein. Donc apparemment, le contrat il est solide. Hein. Oui. Là, on parle pas d'un petit jeu à 250 000 euros. Hein. Bon, est-ce que tous ces changements, ces trucs vont toucher Hearthstone alors que au final la concurrence a très peu touché Hearthstone. On peut aujourd'hui parler d'un demi-quart, je ne sais pas, flop d'Artefact. Ben, Artefact n'a pas fait a fait un flop dans le grand public, mais il a réussi son compétitif. La question, c'est quel était le but d'Artefact à la base? Et pour moi, il n'a pas été présenté comme un jeu de niche, donc pour moi, il a raté. Mais il peut y avoir l'argument qu'il n'a pas raté. Si des gens pensent qu'il n'était pas destiné au grand public et qu'il n'a pas été vendu comme tel, tu considères pas ça comme un échec. Effectivement. Après, quand tu vois un jeu perdre plus de 95% de ses joueurs en quelques ouais semaines, j'allais dire jours, mais non, quelques semaines, pas beaucoup, hein, une semaine, 2 semaines après sa sortie, c'est quand même une catastrophe. Hein. Les gens qui disent que c'est pas un raté, ils sont vraiment Oui, mais on a dit qu'il fallait qu'on défende plusieurs opinions. Alors, joue le jeu. Ouais. Du coup, voilà, je voulais te poser la question à toi et dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que Hearthstone, il va continuer à faire son petit bonhomme de chemin? Il y a déjà plus les Worlds à la BlizzCon, on a limite l'impression que Hearthstone c'est devenu un jeu hors Blizzard. Il est pas traité de la même manière, les sorties sont pas traitées de la même manière, et c'est vraiment un ovni, un ovni dans la société. Est-ce que voilà ça va continuer comme ça, ou est-ce que bon bah les changements qu'on commence déjà à voir sur Heroes of the Storm, on entend des trucs sur Overwatch aussi, des choses qui changent sur Overwatch, sur World of Warcraft, etc. La société change et des choses changent sur les gros jeux de la société. Est-ce que ça va toucher Hearthstone d'après toi? Est-ce qu'ils peuvent changer? Est-ce que voilà l'avènement de Second Diner, peut-être que ça peut être leur premier gros concurrent? Est-ce que Activision va demander de faire plus de microtransactions? Est-ce que voilà, quel est ton avis sur tout ça, toi? Je pense que Hearthstone ne va pas mourir de lui-même. Je pense qu'il faut que, en fait, il faut que il y ait à la fois des problèmes qui soit continuent, soit se révèlent, et qu'en même temps il y ait une alternative. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'Hearthstone a eu des problèmes, il n'y a jamais eu de vraie alternative. Il y a eu l'année dernière, les gens ont testé Gwent. Et il y a eu les premiers problèmes sur Hearthstone où les gens ont dit ouais, ça y est, le jeu c'est n'importe quoi, ça commence à partir en couille, etc. Gwent est sorti, et les gens ont dit parfait, il y a Gwent. Un mois après, bon, Hearthstone c'est mieux. Cette année, il y a eu avec Magic Arena. Le problème de Magic Arena, c'est que les gens se sont rendus compte, ouais, mais les gars, en stream, c'est une purge Magic Arena. On arrive à rien lire. Il y a des interactions toutes les 4 secondes. C'est atroce. Ok. Malgré tout, Magic Arena tient beaucoup plus que n'importe lequel des autres, oui, parce que Magic. Parce que Magic, et tu vois, par exemple, quand tu regardes. Mon prochain point. J'ai un point. Non mais oui, mais c'est juste que voilà, c'est pour le coup, c'est moins fort que Gwent. Mais j'y arrive. Oui. Du coup, ensuite, il y a eu les gros problèmes de Hearthstone, départ de Ben Brod, extension Armageddon que beaucoup ont considéré ratée, etc. Et là, il y a Artifact qui arrive, et alors là, les gens ont dit ça y est, on a trouvé, c'est la période où il y a eu le plus de problèmes, c'est le jeu qui va être le mieux fait. Bon, bah, Artifact, il a fait flop, hein, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait vraiment les deux. Il faut qu'il y ait Hearthstone qui ait des problèmes pour qu'on s'intéresse au jeu dont on nous parle. Parce que honnêtement, si Hearthstone allait très bien, soit tu débarques avec une somme dont on va parler en milliards, soit ne viens pas en fait. Parce que quand Hearthstone est en pleine santé, tu ne peux rien faire contre lui malheureusement. C'est dur. Voilà. Ou alors il faut sortir un truc aussi gros que ce qui a été investi sur Hearthstone jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on parle de milliards. Soit
et c'est pour ça que je pense que Magic est celui qui tient le mieux, soit t'es pas nouveau en fait. Le truc qui est très fort actuellement dans l'ère digitale dans laquelle on vit, c'est que il y a beaucoup de gens qui savent pas. Les gens en général, on va pas se mentir, ils suivent les tendances. Et le truc en fait, c'est que du coup, même si Hearthstone, les gens disent que c'est pas bien, c'est mal fait, c'est mal équilibré, ça va mourir, machin, et tape jeu de cartes digital sur internet. Bah oui. C'est Hearthstone. C'est la tendance, ça reste Hearthstone. Même si la tendance, c'est de dire que Hearthstone est mauvais, la tendance, ça reste Hearthstone. Donc, quand quelqu'un ne sait pas, il va vers Hearthstone. Alors Magic, il a ramené tout son background avec 20 ans d'expérience, etc. Donc évidemment, il a plus tenu. Mais le problème, du coup, c'est que quand tu cherches Hearthstone, même si tu tombes sur des trucs qui disent c'est pas bien, t'en trouves tellement que tu vas tester. Le problème d'Artefact, c'est que tu vas chercher sur Artefact, tu vas tomber sur 3 pauvres articles et demi, tous vont dire ah le jeu en ce moment il va pas bien, tu vas ça vaut pas le coup d'essayer. Oui, il y a beaucoup de ça, c'est sûr que Artefact, à mon avis, c'est un jeu mort. Hein, il est déjà mort le jeu pour moi. Pour deux choses. Un, je pense que c'est pas un très bon jeu. Vraiment. Alors je sais, hein, il y aura sûrement des gens Windello et des des Philippe et des Philippe Morrison ou je ne sais pas quoi. En plus je sais pas pourquoi je prends leur pseudo, j'aime bien les deux. J'aurais dû dire des gens que j'aime pas, mais bref, pour dire mais si c'est le meilleur jeu du monde, nanana. Non, je trouve que c'est pas un très bon jeu, c'est pas un très bon jeu de cartes du tout. Il y a de la complexité pour de la complexité. Il y a un système de 3 lanes qui, au final, en fait, ça s'appelle le jeu de cartes Star Wars d'il y a 15 ans, mais moins bien géré. C'est à mon ils sont partis sur un truc genre non mais nous on n'y fera jamais parce qu'en fait c'est les mêmes cartes, c'est comme un Magic, on sort les cartes, elles sont comme ça bouge pas. Au final, ils ont fait des nerfs et des buffs et des trucs à droite à gauche parce que ça n'allait pas. Et puis, ouais, on va faire un marketplace. Tout le monde s'en fout. Les gens, ils ont envie de pouvoir jouer et de gagner des cartes, en fait. À part les pros, moi j'ai mis de l'argent, franchement, dans Artefact, j'ai dû faire 15 games ou 20 games. Et j'ai pas eu envie d'y revenir, en fait. Vraiment, hein. C'est vraiment, j'ai pas eu envie d'y revenir. Et pourtant, ça se passait bien, hein, j'en ai pas perdu une. Hein. Mais il y a un truc qui clique pas dans le jeu. Il y a une espèce de mollesse, il y a une espèce de... Voilà, c'est pas un très bon jeu. Que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de cartes. Mais du coup... Bon, vas-y, finis sur oui, mais le truc, c'est que il est arrivé à un moment où voilà, c'est arrivé. Je suis pas sûr que le meilleur moment ça a été de le sortir à peu près en même temps en fait qu'une extension de Hearthstone. Déjà, je me pose cette question. Et là, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une déliquescence de Hearthstone pour le seul adversaire, hein, qui est Magic au final, qui est le seul véritable adversaire avec du viewership hein, sur Twitch notamment hein, parce que quand tu regardes là Magic a la moitié des viewers d'Hearthstone, ce qui est déjà énorme comparé à voilà hein, pour vous parler des trois jeux. Hearthstone actuellement a 30 000 viewers sur Twitch, Magic a 16 500 viewers et Artifact en a 800. Dont une personne a 700. Voilà, qui doit être un streamer qui fait ça sur n'importe quel jeu. Donc pas sûr que ça ait été le bon moment où c'est sorti, mais est-ce que là, avec une espèce de... C'est surtout en fait le truc par rapport à Blizzard, ce qui se passe, c'est que on voit que, je le vois beaucoup dans les commentaires de Judgeip, les gens ont très peur rapport à Blizzard. Et avec Activision, est-ce qu'Activision se met trop, les mecs en haut de Blizzard s'en vont, est-ce que ça va impacter Hearthstone, ou est-ce que Hearthstone, voilà, de toute façon ça fait sa vie à côté, et quoi qu'il se passe à côté avec Activision, les trucs en haut à la tête, etc., ça changera pas Hearthstone. Voilà, malgré tout, nous on était critiques, moi je suis très critique sur Hearthstone en ce moment, pour plein de trucs, mais au niveau du game design, mais ça reste le meilleur jeu de cartes digitales, sans aucun doute, au niveau de la facilité du gameplay, au niveau du design, etc.
Mais du coup, j'en arrive à comment détrôner Hearthstone, parce que c'est la question de base. Un peu. Et du coup, pour moi, en fait, il faut les deux. Il faut un bon jeu qui est populaire. Mais en fait, le truc dur, c'est créer de la popularité quand en face, t'as Hearthstone. Et du coup, je pense que ce qui peut battre Hearthstone, au final, c'est Hearthstone, c'est-à-dire Ben Brode. Parce que lui, quand il va débarquer et qu'il va dire mon jeu est live, les gens vont regarder. Et ils vont beaucoup plus regarder que Artefact. T'es d'accord avec moi, Second Diner Il y a juste un truc, c'est honnêtement, ça a l'air idiot, mais je pense sincèrement, et c'est un truc que Artefact n'a pas su faire, mais si Ben Brode tweet au fait je stream mon nouveau jeu, je pense que Hearthstone fait moins de 10 000 instantanément sur Twitch. Ah, c'est tellement évident ce que tu viens de dire. Et quand je dis instantanément, je parle de minutes. Dans la minute, il y a 10 000 qui transfèrent. Artefact n'a pas été capable de faire ça. Artefact, il n'a pas été capable de générer un assez gros buzz autour de son lancement. Pourquoi ? Parce que je suis. Je te mais- laisse finir. parce que les mecs qu'ils ont payés pour faire de la pub dans l'univers Hearthstone, c'était pas des gros streamers. Il y avait que Stan Cifka. Et Stan Cifka, c'est un mec qui tourne à 1000-2000. Dog, il a dit non. Tice, il a dit non. Creep, il a dit non. Disgaze Toast, il a dit non. Ils ont eu qui ? Ils ont eu Xixo, OEJ, Stan Cifka. Xixo, la dernière fois qu'il a streamé, on était en 2016. OEJ, il a jamais streamé de sa vie. Et Stan Cifka, quand il stream, personne comprend ce qu'il dit. C'est tellement vrai. Pardon. Ouais, mais tu vois, en France, tu as notamment Armatim qui a lancé la télé Artefact. Alors, c'est pas méchant, mais j'en ai rien à battre. C'est pas la France qui détermine un jeu. Ce qui détermine un jeu, c'est c'est les anglophones qui déterminent le succès d'un jeu. La France, on a une super communauté sur Hearthstone. C'est génial. C'est grâce à ça que je gagne ma vie. Merci de ouf d'aimer ce jeu. Mais le lancement d'un jeu, ce qui fait que les Français veulent aller dessus, c'est la quantité d'anglophones qui attire les Français qui ne parlent pas anglais à vouloir du contenu français. Et le problème, c'est que Artefact n'avait absolument personne qui a lancé cette tendance de « Ok les gars, on crée du contenu sur ce jeu parce qu'il y a de la demande. » Et moi, mon argument, c'est Ben Brode tout seul, il peut faire ça. Après, tu Voilà. vois, en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'ils ont eu pas énormément de top tier, mais il y a Reynad qui est un top tier sur Hearthstone à chaque fois qu'il se connecte aussi, qui a fait du. Mais Et il a dit quoi sur Artefact ? C'est de la merde. Le truc en fait c'est ça, c'est qu'il jouait au jeu, il disait mais ce jeu est nul, c'est pas un bon jeu. Après, je vais pas mentir, mais demander à un des plus gros influenceurs de Hearthstone, qui en même temps est en train de créer son propre jeu, de parler d'un troisième jeu, je trouve ça complètement con comme stratégie. À mon avis, c'était pas la meilleure idée. Je trouve que il y a le truc, c'est que il y a eu énormément de vues sur Artefact les premiers jours. Les premiers jours, tu avais énormément de vues et t'avais énormément de monde qui allait voir. Mais en fait, ça n'a pas accroché. C'est-à-dire que même les mecs, à la fin de leur contrat, ils avaient plus personne sur leur stream. Mais en fait, le gros problème d'Artefact, c'est qu'en fait, ils ont pas pensé à la qualité de stream. Et ils ont pas pensé à ce qui allait se passer la première fois qu'on allait voir le jeu. La première fois que des gens ont vu Hearthstone en stream, ils ont compris. La première fois que des gens ont vu Artefact en stream, ils ont rien compris. Et le problème, c'est ça en fait, c'est qu'il manquait de star power. Soit ton jeu est excellent, et donc les gens restent pour le jeu. Soit ton streamer est excellent, et les gens restent pour le streamer. Artefact, ils avaient ni l'un ni l'autre. Parce que je dis pas que le jeu est mauvais, mais en stream, Artefact, c'est une purge. Si tu n'y joues pas, déjà quand tu joues pas au jeu, c'est compliqué. Mais là, le problème, c'est que même si tu joues au jeu, il n'y a pas de texte quasiment sur les cartes. Artefact, tu ne peux pas comprendre les cartes si la personne ne passe pas la souris dessus. Ça va vite, il y a 3 lanes, le jeu, je suis désolé, il est sombre. Il y a plein de trucs. Et l'autre problème aussi qu'ils ont eu, moi je pense, c'est que ils ont payé des joueurs pros, pas des streamers. Un joueur pro en stream, il fait quoi ? Il joue vite. Parce que lui, il a compris le jeu.
Oui, en plus, bon, on parlera pas du premier tournoi qui a été fait alors que le jeu, il venait de sortir la NDA et que les mecs, ils étaient là pour commenter le tournoi. Ils commentaient comme des mecs qui avaient joué au jeu, comme si tout le monde jouait au jeu depuis 4 ans et personne comprenait rien. C'était peut-être une des pires catastrophes, pour en revenir au sujet de base, du coup, toi, le fait que chez Blizzard ça aille pas très bien, tu penses que Hearthstone va vivre sa petite vie, quoi. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres managers de structure. Et il y a un truc en fait sur lequel je me suis rendu compte, c'est que Hearthstone est assez loin dans sa courbe de vie pour intéresser d'autres gens que Blizzard. Il y a d'autres trucs en dehors du circuit HCT qui continuent de se monter. Il y a des gens qui organisent des tournois. Il y a des ligues qui se montent. Il y a plein de choses. La Chine a fait ses propres trucs quasiment sans Blizzard. Du coup, je pense honnêtement que le jour où Blizzard va dire bon, bah nous, on n'a plus envie de soutenir Hearthstone, je vois pas ça comme un truc impossible, qu'il y ait une grosse boîte qui arrive, fait ok, bah Hearthstone maintenant c'est à nous, on s'en occupe. Mettez des cartes, faites les extensions, nous on s'occupe des tournois. Genre, honnêtement, le jour où Blizzard dit ok, on arrête le compétitif, mais on continue le jeu, est-ce que ce serait vraiment choquant qu'une boîte genre Microsoft débarque, fait nous on s'en occupe du compétitif? Oui, malgré tout, je pense que on peut se dire qu'ils vont continuer à rajouter des cartes et faire des extensions pendant un certain temps encore. Ça, Voilà. voilà. Par contre, voilà, le truc, c'est vraiment au niveau du compétitif, comme tu dis. Le fait qu'on ait un espèce de retour en arrière au niveau du système HCT, c'était une première inquiétude. Et puis là, on a eu des questions. Et je sais pas si vous avez reçu le questionnaire, les gens. Vous qui nous écoutez, ils ont envoyé des questionnaires aux joueurs de Hearthstone en leur posant des questions de satisfaction, de est-ce que vous avez entendu ça, etc. C'est pour toucher un peu. Il y avait des questions genre est-ce que vous joueriez encore au jeu s'il y avait plus aucun tournoi? Oui, non, peut-être un peu. Et c'est le genre de question où tu te dis à un moment dans leur tête ils se disent peut-être qu'en fait on s'en bat les couilles du compétitif, on fait des trucs funky, on va mettre des cartes totalement débiles et puis faire des modes de jeu kikou yolo et que en fait voilà pourquoi on n'a pas fait de mode tournoi parce que de toute façon on veut plus qu'il y ait de tournoi sur ce jeu, c'est notre jeu du funky cop, voilà, c'est comme Munchkin, c'est fun mais c'est pas fait pour être joué en tournoi. Moi, je pense que on est trop loin dans le jeu. En fait, je pense que Hearthstone est trop loin dans son développement en arrière sans tournoi. Bah, techniquement, ils le font sur HOTS. Hein. Oui, sauf que le premier qui me dit qu'HOTS a un jour atteint le même niveau qu'Hearthstone. Oui, non, c'est pas. Effectivement, c'est pas la même chose. Bon, Je veux dire, HOTS, c'est limite s'il a atteint le niveau d'Hearthstone la première année. Tu sais, quand il y avait 2 DreamHack. Ouais. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est à peu près là où il en est. C'est à peu près ça. C'est effectivement vrai. Mais voilà, on espère que ça va bien se passer. Et pour le coup, je pense que Ben Brod, il a hypé tout le monde d'un coup. Hein. Oui. Voilà. Ouais, alors on fait un jeu avec tous les mecs qu'on fait Hearthstone du début. Vous savez le jeu que vous avez kiffé et que c'est ça qui a lancé les trucs. Voilà. Et puis en fait, on le fait avec un gros partenaire pour les réseaux. Qu'on va pouvoir faire un jeu qui va être solide, solide du cul directement et que ça va pas être monté un peu à la YOLO va vite comme on peut, comme les débuts d'un Shadowverse ou d'un truc comme ça, comme un vieux studio indé. Et puis c'est Marvel. Ah, bon, ok, d'accord. Bon bah ouais, ça hypant. Ça hypant, on va attendre ça et... Moi, c'est ça en fait que je pense. En fait, je vais insulter à peu près tous les gamers du monde, du coup nous y compris. Mais pour que ça marche, il faut vendre de la poudre. Pour qu'ils y aillent. Lapin. Non, juste de la poudre, genre tu t'en fous de la farine, un truc, genre juste un truc, c'est que quand tu le jettes en l'air, ça fait un effet visuel et tu fais oh, pour que les gens s'y intéressent. Et une fois que les gens s'y intéressent, t'essayes de convaincre. Mais en fait, le truc actuellement, c'est que le monde des jeux vidéo, pour moi, est dans sa phase abrutie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais les gens n'ont pas encore vraiment compris comment l'utiliser. Par contre, les gens ont vite compris comment le récupérer. C'est-à-dire les joueurs pros, ils ont très vite compris sur quel jeu il fallait aller quand tu voulais te faire de la thune. Ils ont très vite compris à qui il fallait parler pour se faire de la thune. Ils ont très vite compris comment on gère une négociation de contrat. Ces trucs-là qui font de la thune, ils ont vite compris. Par contre, j'ai l'impression que les investisseurs, les mecs qui font des jeux et trucs comme ça, ils n'ont pas encore forcément compris comment on devait investir l'argent intelligemment dans l'e-sport. Oui.
Et du coup, j'ai l'impression que du coup, quand ils essaient de lancer un nouveau projet, ben, il faut prendre les gens pour des cons. Il faut leur dire, ça va être génial. J'ai repris votre univers préféré, Marvel. Waouh, encore un truc Marvel. C'est les mêmes gens qui se plaignent qu'il y a 6 films Marvel dans l'année. Mais quand tu leur parles d'un jeu Marvel, mais je vais absolument l'acheter. Mais pourquoi tu te plains alors? C'est ça, c'est oh voilà, on en a marre du MCU. Ah, je Voilà. peux jouer Spider-Man. Deuxième truc, fait par Ben Brode. Oh là là, j'adore ce type. C'est le même mec sur qui t'as craché pendant 3 ans quand il était sur Hearthstone. Et maintenant qu'il va faire un autre jeu, tu vas dire j'adore ce type. Mais du coup, pourquoi tu craches sur Hearthstone alors que c'était lui? Il faut partir du principe que les gens n'ont aucun sens et leur vendre un truc qui n'a aucun sens. Et une fois qu'ils sont dedans, tu leur montres ce que c'est vraiment. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est Ouais. vrai. Moi, ça me désole. Ah oui, bien sûr, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a des... Voilà. Hein. Fortnite, on pense à toi. Bon. Ben écoute, on va terminer là. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Au final, comme d'habitude, on a dit qu'on allait être court, mais au final, on a fait genre 3 débats au lieu d'en faire un. Donc voilà. On espère que ça vous a plu. Est-ce que ça t'a plu, toi, Den? J'ai adoré insulter les gens à la fin. Ça, c'est bien. On vous fait des gros bisous. Bon, comme d'habitude, on se tient au courant. Normalement, là, on va rentrer dans une phase d'un peu de petit silence, à mon avis, avant d'avoir les nouvelles de ce qui va se passer pour la prochaine année en mars, etc. Alors que Den, il souffle quand même bourrin dans son micro pour bien vous finir Pardon. à la fin. Excusez-moi. Non, je pense que les annonces, on va les avoir. Oui, en théorie, le championnat du monde a été annoncé en avril. Du coup, normalement, ils vont faire le championnat du monde d'hiver en février, je dirais mi-fin février. Je pense qu'on aura les annonces par là. Pareil, le championnat du monde est annoncé en avril. Du coup, le championnat du monde de l'année du corbeau, ça se fera alors qu'il n'y a plus les cartes de l'année du corbeau. Oui, apparemment, c'est une volonté de le faire avec un nouveau méta. Parce qu'en fait, dans leur idée, ça promouvoit la nouvelle année. C'est C'est à la fois économiquement très logique et complètement débile d'un point de vue compétition. Bah ouais, c'est voilà, c'est comme si C'est un peu comme si à la Coupe du Monde, avant la finale, on changeait le ballon. Mais pas on changeait le ballon, on en mettait un neuf. Non, non, on mettait un nouveau ballon. ouais, c'est ça. Vous savez, pas celui avec lequel les joueurs se sont entraînés. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais au foot, le ballon, ça influe sur le sport. Oui, c'est ça, c'est à chaque Coupe du Monde, il y a un ballon différent et il y en a Et certains les équipes reçoivent les ballons avant et s'entraînent avec, etc. imaginez plus ou moins. Avant la finale de la Coupe du Monde, genre, il y a un mec qui débarque, vous savez, vous avez le dernier entraînement la veille, genre, et il débarque à 17h15 alors que l'entraînement finit à 18h, il fait les gars, demain on joue avec tel ballon. C'est un ballon de volleyball. Ouais, mais Et le coach se fait, mais tu sais ça depuis quand? Bah, ça fait quand même 7 mois, hein. Et les ballons, bah, on les a reçus il y a 5 mois et demi, mais je voulais pas les salir. ah, il Ok. y a un peu de ça. C'est une, enfin bref. Voilà, des bisous. On se retrouve très très vite sur Jeep pour plein de choses, plein de corboteries et de cartes et de trucs comme ça. Des bisous les copains. Bisous.